Bienvenue à tous, bienvenue dans ce webinaire qui est organisé par l'association ICH. Donc, nous avons quelques personnes qui sont extérieures au réseau, donc je leur rappelais que l'ICH, c'est l'Institut du droit et de l'économie appliquée à l'immobilier. C'est la première école qui a été créée en 1960 pour former des vrais professionnels de l'immobilier. Nous sommes reconnus par l'ARIX depuis 1999 et nous avons formé, enfin l'école a formé 40 000 personnes, dont 9 000 diplômés. Alors l'association ICH, nous avons comme rôle d'animer tout ce réseau. Alors ce soir, nous avons un webinaire sur un sujet chaud, d'actualité, qui est, voilà, dont on disait qu'encore aujourd'hui, Carrefour donc avait créé un métaverse. Nous accueillons ce soir pour nous parler de ce sujet qui me passionne Vincent Baruet, qui est directeur associé. Excusez-moi, Bruno Biron, est-ce que vous pourriez fermer votre micro, je vous prie, merci. Nous avons donc Vincent Baruet, directeur associé à la Foncière Numérique, que j'ai eu le plaisir de connaître justement parce qu'il était déjà intervenu en avril 2019 pour nous présenter le BIM, donc ce qu'on appelle disons, tout le process de modélisation des informations qui vont concerner un bâtiment. Je ne traduis pas en anglais, parce que en gros, c'est ce domaine qui était donc un sujet tout à fait passionnant pour nous, donc c'est la digitalisation des actifs immobiliers. Et aujourd'hui, Vincent va nous parler des métaverses, c'est-à-dire ce qu'on appelle les univers virtuels augmentés, si je ne me trompe pas. Et en fait, voilà, comment la réalité augmentée, va dire sécurisée par la confiance numérique, participe de la 4e révolution industrielle. Ce que nous vous proposons, c'est une intervention en 2 temps. Tout d'abord, Vincent nous va faire une présentation de ce monde, de ce domaine très, très vaste. Et ensuite, vous aurez la possibilité de poser des questions via la boîte de dialogue. Fabrice Moussu, étant membre de l'association et co-organisateur, sera modérateur. Vincent, je vous laisse la parole et je vous souhaite à tous une très bonne visioconférence. Merci beaucoup, Martine Ilion. Merci beaucoup, Fabrice Moussu, pour votre invitation ce soir. Donc, bienvenue, non pas dans le métaverse, mais dans une réunion qui est effectivement virtuelle, mais que je pense que tous, on aurait bien aimé avoir en réel. Donc, je m'appelle Vincent Baruet. J'espère que tout le monde m'entend bien. Oui, on vous entend très bien. Parfait. Donc, je suis de formation architecte. J'ai œuvré dans le virtuel depuis très longtemps maintenant, depuis les années 2000. J'ai effectivement cofondé avec Nicolas Boutet une société qui s'appelle Foundation sur le BIM dès 2011. Donc, c'était il y a déjà un peu plus de 10 ans. Société qui désormais fait partie d'un groupe plus large dont je suis également associé, qui s'appelle la Foncière Numérique. Nous digitalisons le parc de nos clients pour optimiser son pilotage, sa gestion, etc. Donc, le virtuel m'a beaucoup accompagné dans mon parcours professionnel, puisque j'ai moi-même pratiqué, j'ai même conçu des mondes virtuels. On a travaillé sur la réalité virtuelle pour Franck Gehry, pour des choses plus difficiles, par exemple comme le Bataclan, pour la police, les pompiers, des choses avec des usages très divers et très variés pour la sécurité, pour l'entertainment, pour beaucoup de choses. Le virtuel, c'est quelque chose qui me passionne, mais qui me questionne aussi énormément. Je sais que là, donc, on a un temps quand même relativement court pour aborder un sujet d'une telle profondeur, parce qu'en fait, on ne va pas parler d'un monde de métaverse, mais on va parler de plusieurs mondes qui sont en train de se créer, des mondes que désormais on est capable je vais partager mon écran. Tac, tac, tac. Voilà, je vais partager mon écran en entier parce que je voudrais vous partager des choses. Excusez-moi, je ne sais pas pourquoi ça m'a remis au début. Voilà. Est-ce que tout le monde voit mon écran? Oui, nous le voyons très bien. Oui, parfaitement. Parfait. Donc, j'ai fait un petit jeu de mots from real to virtual estate, parce que c'est exactement ce qui est en train de se passer. Ne vous inquiétez pas, le monde réel va subsister. Voilà. Alors, le plan de mon intervention, je l'ai souhaité en plusieurs temps. Le premier, c'est vous parler de la digitalisation en fait, de ce monde réel, d'accord,
On va voir plusieurs éléments importants. Les principes de la blockchain, qui peut-être pour certains d'entre vous sont des concepts encore un petit peu vagues, mais qui ont ce mérite, c'est d'asseoir une infrastructure de monétisation et de détention en fait, d'actifs virtuels. C'est ce qui va complètement changer la donne, et c'est ce qui change déjà la donne aujourd'hui par rapport à la première chose qui vous est peut-être venue à l'esprit, c'est-à-dire des jeux vidéo. Là, on ne parle pas de ça, on parle d'éléments très, très sérieux, même si on va également aborder la gamification. On parlera aussi de ce qu'on appelle bien sûr les NFT, le boom de ce qui est en train de se passer avec ce qu'on appelle les tokens non fongibles, des jetons non fongibles, les principes enfin du métaverse avec des exemples concrets d'actualité. Comme je le disais juste avant, c'est une présentation que j'ai mis à jour quasiment tous les jours depuis un petit bout de temps, puisque l'actualité est extrêmement forte. On évoquera de façon beaucoup trop courte, les enjeux sociétaux que ça engage. J'ai écrit un livre, évidemment virtuel, sur virtual.net, qui questionne en fait ces questions-là sur effectivement notre rapport au réel, notre rapport au virtuel et la façon dont effectivement on pourrait se plonger à terme dans ces univers. Ça pose énormément d'enjeux. Et enfin, je voudrais terminer mon propos avec aussi ce que j'appelle le bilan carbone de tout cela, parce que vous allez voir que, évidemment, construire ses propres mondes et y habiter en communauté, ça a un coût carbone qui est assez important. Je fais écho également donc au podcast qui a eu lieu au CNAM en novembre 2021, qui, au moment du buzz du métaverse et de l'annonce de Facebook de changer de nom en Meta, il y a un podcast qui était Terra Incognita, invisible à l'œil nu, de Stéphane Bourliato-Lajoigny. Donc, je m'inscris un petit peu dans la continuité de ce que le CNAM avait engagé. Alors, pour vous parler de métaverse, simplement, on va partir de très loin et on va zoomer, on va plonger dedans. D'abord, comprendre qu'on vit sur, évidemment, une planète qui a une dimension qui est finie et pourtant, nous, êtres humains, on a une soif d'expansion qui est absolument infinie. Donc, il y a bien un moment où, au stade auquel on est dans notre évolution, on voit bien qu'on est même capable de créer nos propres mondes. Je vais vous le prouver. Et donc, on a 2 éléments importants. On a un monde réel qui se digitalise parce qu'il faut le rationaliser. Il est extrêmement complexe, il y a beaucoup de normes, de règles, et cetera. Et le digital va aider, je dirais, à l'optimiser et également dans sa performance énergétique aussi. Donc, on verra que voilà, on va créer pas mal de mondes de métaverse. Alors, on est actuellement dans une ère de ce qu'on appelle, l'ère de la dématérialisation est déjà largement engagée. De plus en plus d'activités, en fait, se passent en ligne. On ne possède quasiment plus nos musiques, nos films, etc. On consomme des services en ligne et on passe de plus en plus de temps immergé dans des interfaces virtuelles. Alors là, je le fais très largement. Sachez que, pour votre information, vous scrollez avec votre doigt à peu près 90 mètres par jour sur votre téléphone en moyenne, nous, êtres humains. Je sais, ça peut choquer un petit peu. En Europe, on passe 4 heures par jour en moyenne en ligne. Aux États-Unis, un adolescent moyen, c'est 7 heures et 22 minutes, pour vous donner une petite idée. Donc, ce virtuel, on y est déjà rentré et on y va de plus en plus. Ici, je vous montre quelque chose qui m'a vraiment interpellé. C'est un artiste qui s'appelle Keiichi Matsuda, qui propose en fait cette vision complètement fantasmée, poussée à l'extrême de ce qu'on appelle la réalité augmentée. C'est quand je vous dis que ce monde réel se digitalise, ici, il ne se digitalise pas qu'à travers la réalité augmentée, qui n'existe pour moi pas encore réellement, puisque nous n'avons pas encore des lunettes qui nous permettent ce type de choses. Mais ne vous inquiétez pas, dans les 2-3 ans à venir, on va voir ce type d'interface, parce que nos GAFAM, nos Batix, etc., considèrent que nos smartphones sont déjà has-been et que donc, il va y avoir ce type je dirais, d'augmentation ou de déformation ou de gamification extrême de notre monde que nous ne verrons peut-être plus vraiment de la même manière. Il y a un moment dans la vidéo où c'est assez intéressant.
Je crois que c'est à peu près par là, où l'on s'aperçoit effectivement que toute la réalité en fait est affadie par le monde, par cette réalité augmentée. À l'inverse, on a un phénomène qui est assez important. Ici, j'essaie de l'illustrer. J'espère que vous voyez à chaque fois mes vidéos et que ça ne lag pas trop. Ça va Ça marche? très bien, oui, oui, oui. Voilà. Oui, parfaitement. Voilà. Donc, vous inquiétez pas, je vais rentrer dans le propos, mais j'ai besoin de vous partager ces choses-là. C'est-à-dire que voilà, on a un réel qui se virtualise et on a un virtuel qui devient réaliste. Ce que vous voyez ici, c'est pas vrai, c'est faux, c'est un jeu vidéo en l'occurrence, où on a une ville voilà, de 4 kilomètres de côté avec des milliers de voitures qui circulent en temps réel, des milliers de personnages, etc., qui sont avec des niveaux de détail très, très, très impressionnants. Donc, on voit qu'on est même vraiment capable de recréer des mondes virtuels extrêmement réalistes. Si je reviens ici, voilà, ça va fonctionner. Donc, tout cela, tous ces mondes, toutes ces interfaces, évidemment, elles mûrissent. À l'heure actuelle, évidemment, ça ne donne pas très envie de passer sa vie avec un casque sur la tête. Mais sachez que désormais, les mondes virtuels, on les emporte dans notre poche au quotidien. Parce qu'il y a ce qu'on appelle le cloud computing, etc., qui permet à distance de calculer des informations vraiment, vraiment importantes. Donc, dans vos smartphones, dans les casques de réalité virtuelle. Donc voilà, vous allez de plus en plus vous immerger à l'intérieur. On verra ce que ça donne du côté des métaverses. Mais donc, ce qui se passe, le phénomène qui est en train d'arriver, c'est qu'à contrario d'un Internet à plat, comme vous avez ici, on se voit, on est sur une interface en 2D, etc. Et il va se passer une chose importante, c'est qu'on va vous spatialiser dans des univers. C'est-à-dire que vous n'allez pas, par exemple, sur la boutique Amazon, scroller avec votre doigt indéfiniment pour trouver un sac à main ou une paire de chaussures. Vous allez avoir un avatar numérique qui va déambuler dans un monde virtuel qui aura été construit par la marque, par les marques, et qui sera le reflet en fait de la culture de ces marques. On a le phénomène, bien évidemment, des digital twins, qui est de plus en plus important. C'est un marché qui, là, est estimé voilà, à 13 milliards en 2025. Ce sont comment dirais-je, quand je vous disais que le monde, effectivement, se complexifie de règles, de normes, etc., il faut encore mieux le comprendre, il faut l'optimiser dans sa conception, dans sa construction, dans son exploitation, etc. Et donc, les avatars numériques servent à cela. Ici, je vous mets juste un exemple très sommaire d'une des applications qu'on développe, par exemple, quand on crée des avatars numériques de bâtiments pour raccrocher un petit peu à notre monde de l'immobilier. Parce que ce monde de l'immobilier est actuellement soumis en fait à beaucoup de contraintes. C'est notamment dans la production d'indicateurs pour les ESG, les ISR, le décret tertiaire, la performance globalement, etc. Donc, de plus en plus, on voit apparaître, et bien sûr, c'est ce que ma société propose, mais je ne suis pas là pour ça ce soir, c'est de créer en fait ce qu'on appelle un master data, c'est-à-dire un digital twin sur lequel on va pouvoir brancher tout un tas de services. C'est un petit peu comme ce qui s'est passé à l'époque avec la prise électrique. Vous aviez des bâtiments dans lesquels on disait il y a l'électricité, on va mettre l'électricité avec une prise électrique. Les gens se demandaient à quoi ça va servir. En fait, ça a déclenché évidemment la création des machines à laver, des fers à repasser, etc. Là, c'est le même principe, c'est-à-dire d'avoir un référentiel de données spatialisées des immeubles pour optimiser et rationaliser leur exploitation et leur gestion. Alors, ce virtuel, cette digitalisation, qu'elle soit en superposition de notre monde réel ou qu'on s'immerge à l'intérieur, il y a quelque chose qui s'est passé depuis, on va dire, 2008-2009, petit à petit. Mais il y a eu un boom évidemment très récent en termes d'écho sur le marché, c'est que c'est devenu bankable, c'est-à-dire qu'il y a une infrastructure
où on va pouvoir désormais, voilà, les biens numériques, vous allez le voir, deviennent des éléments qui deviennent uniques et qu'on peut acheter contre de la crypto-monnaie. Alors, l'événement que vous avez certainement dû voir, c'est que nous avons Beeple qui désormais, en un an, vaut plus cher que Jeff Koons, qui a vendu son 5000 pictures, c'est en fait ses œuvres d'art, à 69 millions. Donc, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui a acheté pour près de 70 millions de dollars cette œuvre qu'en fait, toutes ces œuvres n'existent pas d'un point de vue palpable, physique. N'importe qui, évidemment, peut l'avoir sur son téléphone et je dirais l'imprimer chez lui en 4 mètres par 3, mais il n'en a pas la détention. Et c'est bien ce que je vais vous montrer après avec le phénomène des NFT et de ces jetons qui vont permettre à des gens de détenir des actifs virtuels et d'en avoir la preuve absolument irréfutable. Et plus proche du monde de l'immobilier, on a Christa Kim, qui est une architecte canadienne, qui, en mars 2021, eh bien, a vendu cette maison virtuelle sur Mars pour 500 000 dollars. Donc, il y a bien quelqu'un qui détient cette maison sur Mars qui n'existe pas, qui n'existe pas au sens où on l'entend, nous, habituellement. Alors, cette cryptomania, elle n'est pas récente. Elle date même un tout petit peu avant, je dirais, de la création du Bitcoin, puisqu'on avait déjà dans certains jeux vidéo des gens qui commençaient à acheter, comme dans World of Warcraft, qui est ce qu'on appelle un monde partagé, des assets graphiques pour habiller un avatar ou autre. Évidemment, le fameux Satoshi Nakamoto, dont personne ne connaît en fait la véritable identité, et c'est tant mieux d'ailleurs pour le Bitcoin. Voilà, en 2008, il avait publié son livre blanc. Et en fait, il avait surtout mis fin, grâce à tout le système de cryptographie qu'il avait mis en place, à ce qu'on appelle le système de double dépense, en fait, pour faire court, c'est que ça évite de pouvoir détenir une chose plusieurs fois et surtout de pouvoir copier-coller des assets virtuels. Ensuite, on a eu évidemment voilà, des gens qui ont commencé à acheter des choses en 2010, voilà, 635 000 dollars par exemple sur l'Entropia Universe. On a des jeunes qui ont gagné de l'argent dans des jeux vidéo de façon absolument incroyable. Et puis enfin, le 7 septembre 2021, là, c'est le raz-de-marée, c'est-à-dire que le Bitcoin devient la monnaie officielle du Salvador. On en pense ce qu'on veut, mais en tout cas, c'était quand même à noter dans cette actualité. Alors, comment est-ce qu'on peut comprendre un tel engouement? Qu'est-ce qui rend si concret et bankable, en fait, tous ces mondes virtuels? C'est justement cette infrastructure, je dirais, numérique, qui est constituée, en fait, d'abord d'une blockchain, d'accord? Alors, pour une blockchain, il faut se figurer, c'est ce qu'on appelle une chaîne de blocs en français. Il faut se figurer que c'est un grand livre de registres qui est répliqué vraiment partout sur Terre. C'est-à-dire, c'est une grande, grande, grande base de données voilà, qui va contenir tout l'historique de tous les échanges qui ont été réalisés entre les utilisateurs. Donc, c'est vraiment une infrastructure sur laquelle toute la valeur va circuler. C'est comme un gigantesque ordinateur mondial sur lequel on va faire tourner des programmes applicatifs pour générer des œuvres d'art sous la forme de jetons, etc. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'y a pas d'organe de contrôle. C'est vraiment, il n'y a pas d'intermédiaire. L'objet digital a vraiment un certificat d'authenticité. Alors, bien entendu, là, je fais une généralité parce qu'il y a eu des hacks de blockchain, hein, bien entendu. Hein, tout cela n'est pas totalement, complètement infaillible. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque actif, désormais, a une seule vérité numérique, une unicité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on a un bien virtuel, une voiture virtuelle, une maison virtuelle, un terrain virtuel, etc., il peut exister dans un certain nombre limité, comme dans la vraie vie, comme dans le réel, et que des gens peuvent l'acquérir, spéculer, hein, ça c'est un des premiers usages dessus, et le revendre. Et donc, il y a vraiment des places de marché qui ont commencé à exploser. Les plus célèbres, je vous les positionne ici. Vous pouvez les télécharger sur votre mobile, etc. Il faudra préalablement vous inscrire sur ce qu'on appelle
un MetaMask, c'est-à-dire pour que votre identité soit également quelque part un peu blockchainée. Mais vous verrez sur ces différentes places de marché que vous pouvez acquérir énormément de biens virtuels. On va y venir. Sachez aussi en termes d'information qu'il y a autant actuellement de transactions sur la blockchain Ethereum, parce qu'il y a le Bitcoin, il y a l'Ethereum, il y a le Tezos, il y a le Solana, enfin il en existe plein, 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 plein. Mais il y a à peu près effectivement autant de transactions que sur les cartes Visa en ce moment. Et ça ne cesse d'augmenter. Donc, le monde réel, il se tokenise de plus en plus. On peut faire l'acquisition, alors je trouve ça un petit peu triste personnellement, de bouts de planète via Google Earth en traçant quelques carrés. C'est ici ce que j'ai représenté. Là, c'est Next Earth. Next Earth, voilà, vous pouvez sélectionner un certain nombre de carrés et en faire l'acquisition NFT. Donc, on voit qu'il y a des extrêmes. Vous pouvez aussi, sur Néopolis, acheter votre commissariat du coin, acheter votre boulangerie, c'est ce que j'ai fait, à la différence que Néopolis n'est pas sur une infrastructure de NFT, parce que ça poserait quelques petits soucis. J'ai voulu citer la société EquiSafe, qui a été fondée par Bilal El-Alami, qui je ne sais pas s'il est présent ce soir, mais que je salue par ailleurs, qui a réalisé donc la première je dirais, la première vente en blockchain d'un bien. Donc, c'était l'hôtel particulier Anna, donc en 2019. Eh bien, voilà, d'une valeur d'environ 6,5 millions. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, ce n'est pas tout à fait la propriété en tant que telle, c'est la société détentrice de ce bâtiment, qui est dont la propriété a été titrisée à travers un certain nombre de tokens qui ont été émis. Donc, en gros, pour la faire court, c'est-à-dire que pour le prix d'une place de cinéma, voilà, vous pouviez acquérir une partie de ce bâtiment. Tout cela est rendu possible parce qu'il y a un décret, effectivement, qui rend possible l'échange de titres et de transmission de titres financiers via ce qu'on appelle les enregistrements électroniques partagés. C'est la façon française de parler de blockchain. Donc ça, c'est un exemple qui est très intéressant, puisqu'on a également désormais une plateforme comme WinCity qui vient d'arriver, qui vend des bâtiments réels avec donc une valeur que je n'ai pas eu le réflexe de regarder juste avant. Mais là, on a un autre phénomène aussi, c'est la gamification, c'est ce qu'on appelle le play to earn. On voit que les gens là sont là pour collectionner des parties, des fragments de bâtiments réels. Je rappelle, c'est encore des portions de sociétés détentrices de ces immeubles. Donc, on a une économie virtuelle. L'économie virtuelle, c'est quoi? C'est tout ce qui se passe à travers vos smartphones, vos écrans d'ordinateur, vos casques de réalité virtuelle, ce que vous voulez, qui est en train de littéralement exploser. J'ai voulu citer ici Jensen Huang. Il faut vraiment que je regarde l'heure, il est 18h57. Jensen Huang, c'est le PDG de NVIDIA, et il dit que le monde virtuel sera plus large économiquement que le monde réel, et qu'on va pouvoir posséder des choses en 3D, tout comme on possède actuellement dans le monde réel, tout un tas même des maisons, même des livres, tout un tas de choses. Cette NFT Mania, c'est comme ça que je l'appelle, donc NFT, je rappelle, c'est non-fungible token, jeton non fongible, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une unicité de ces éléments-là, alors soit en série limitée, soit de façon unitaire, se vendent à des prix absolument incroyables. Je rappelle que 50 ETH, c'est ce qu'on appelle des Ethers. Ça vaut à peu près actuellement 100 000 euros, pour vraiment faire grosse maille. L'actualité du jour, c'est que hier, donc le 1er février, ce singe virtuel, qui est donc issu d'une... Ça parle de grippe. Je crois qu'il y a un petit souci de micro d'un participant. Ce n'est pas grave du tout. Du coup, ce singe virtuel qui a une fourrure dorée, c'est ce qui a donné une partie de sa grande valeur, eh bien, c'est vendu quand même pour 2,4 millions d'euros, c'est-à-dire 1000 ETH. Donc, vous avez des stars, vous avez Madonna, vous avez Neymar, etc. Chacun s'achète son Bored Ape, qui est venu quelque chose qu'on s'échange chez les stars. Et c'est comme s'ils achetaient une œuvre d'art réelle, sauf que en fait, elle n'existe que dans le virtuel.
Alors, bien entendu, ces œuvres d'art, ils vont pouvoir les, les revendre 10 fois le prix. En plus, quand ça passe dans les mains de Neymar, je ne vous raconte pas la plus-value derrière. Les investissements également dans les NFT explosent. Je rappelle que voilà, il y a quand même 20% d'élevés de fonds en ce moment dans la sphère à la fois du gaming, mais plus largement de la tech, qui se font sur des projets play to earn qui associent du NFT et des crypto-monnaies. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Forbes. Donc, il y a à peu près 2 semaines. Je cite Sorare, qui est une société française qui a inventé les cartes Panini 2.0 et qui a levé 680 millions. Chaque fois que je le dis, ça me fait un peu sourire, nerveusement. 680 millions de dollars. Leur marché, ils l'estiment à peu près à 90 milliards. Donc, autant vous dire que chez Panini, vous savez, hein, ces petites cartes qu'on collectionnait quand on était enfant, à mon avis, il y a eu un conseil de guerre en se disant on a peut-être loupé une étape dans notre développement. En tout cas, Sorare, voilà, donc vous pouvez acheter des cartes de joueurs que vous faites jouer, qui montent etc. Donc je crois qu'une carte de Neymar qui était achetée il y a 6 mois, à peu près 200-500 dollars, vaut actuellement 102 000 dollars. Il y a des projets comme Dogami. Dogami est monté par la même personne que Equisafe, Bilal El-Alami, qui a levé là, avec Ubisoft 6 millions de dollars, où là, vous pouvez acheter des chiens virtuels. Et donc, lui, il ne parle pas de métaverse, il parle de pétaverse. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tous ces assets virtuels, ça devient des biens de conso avec une valeur unique. Et donc, on s'est échangé d'abord des cryptos, des contrats, des smart contracts, des virtual artworks, c'est-à-dire des peintures virtuelles, etc. On commence à s'échanger, comme vous allez le voir, des biens de consommation virtuels, des chaussures, etc., des avatars aussi. Et maintenant, des maisons, des mondes, et, enfin des terrains et des mondes. Et donc, c'est pour ça que c'est pour moi un peu la deuxième étape de cette présentation, c'est qu'on va vraiment rentrer dans le métaverse. Alors, le métaverse, ce n'est pas un mot qui est apparu hier. C'est un mot qui, effectivement, a fait un boom absolument inimaginable suite à l'annonce de Facebook de se renommer en Meta. C'était en octobre dernier. Mais ici, on parle, il faut remonter en 92 avec un écrivain qui s'appelle Neil Stephenson, qui a écrit un livre qui s'appelle Snow Crash, dans lequel, effectivement, il parle de monde virtuel. Alors, plus proche de nous, il y a Steven Spielberg qui a sorti un film qui s'appelle Ready Player One, qui est très, très, très gamifié, en fait, dans sa vision du métaverse, mais qui est quand même intéressant à regarder parce que c'est quand même assez questionnant. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que le métaverse? C'est tout simplement pour beaucoup le premier visage du Web 3.0 qui va être entièrement spatialisé, hein, je le rappelle, vous allez être un avatar dans des mondes, vous allez vous déplacer. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les marques, les entreprises, les États, etc., vont non plus avoir une page web, mais vont avoir des univers dans lesquels les gens vont s'immerger. Et il y aura certainement à terme, non plus plusieurs interfaces, des smartphones, etc., mais une seule et même interface qui sera certainement des lunettes de réalité augmentée ou virtuelle. Et je peux simplement vous dire que quand je vois la progression de ces casques entre 2014 et 2021, je sais que dans les 5 ans à venir, ça va être assez surprenant. Alors, ce qui différencie, ce sur quoi se repose un métaverse, c'est avant tout, hein, comme j'en ai déjà parlé, un système de blockchain. Donc, on passe vraiment, vous voyez, le web 1.0 avec Netscape est devenu un point où il y avait juste du consultatif. On est passé dans un web 2.0 où c'était plus participatif, hein. On pense à Facebook, on pense à Instagram, LinkedIn, ce que vous voulez, Twitter. Mais ça reste évidemment centré au milieu, sur ces giga-corporations, hein, que sont les GAFAM, les Batix, etc. Et le Web 3.0, c'est totalement, évidemment, différent parce que tout est décentralisé. En fait, c'est centré sur les communautés. Les utilisateurs possèdent leurs données. C'est là où ça change absolument tout. Donc, les GAFAM, c'est pour ça que je pense qu'ils sont en train ils ne font pas que réfléchir en ce moment à comment est-ce qu'ils vont se poser en fait sur ce Web 3.0. Et donc, ça va, vous allez voir, redéfinir complètement les relations entre les marques et les utilisateurs. Alors, je vous ai parlé des jeux vidéo qui peuvent vous paraître un sujet
pas sérieux, mais il l'est d'autant plus que c'est désormais le plus gros, enfin c'est ce qui rapporte le plus en termes de CA dans le monde actuellement, parce que je vous ai mis en bas à gauche que voilà, on est à 180 milliards de dollars en 2020, donc j'imagine même pas après le Covid, donc ça doit être, si ce n'est pas le double, par rapport au cinéma qui a 42 millions et la musique qui a 20 millions. Ça vous contextualise un peu la chose, hein. Il y a 98% des générations dont mon fils fait partie, qui a 5 ans, qui voilà, sont nés avec ça et qui vont continuer de vivre avec. La différence en fait entre un jeu vidéo traditionnel et un métaverse, eh bien, c'est tout simplement que dans les jeux vidéo, l'argent rentre mais ne sort pas. Et la deuxième chose, c'est que un jeu vidéo, l'infrastructure du jeu vidéo est détenue par ses développeurs, alors que dans un monde comme le métaverse, ce sont les utilisateurs qui sont détenteurs en fait de ce monde et qui vont même pouvoir, on va le voir dans certains cas, créer leurs propres assets numériques pour pouvoir les revendre contre de l'argent réel. Donc, je ne pense pas que ce soit simplement un buzzword. Je pense qu'effectivement, il y a tout comme les grosses évolutions de l'humanité, il va y avoir une explosion, une multiplicité de choses qui vont se passer. Je vous rassure, la cote de Decentraland est quand même s'est beaucoup calmée, hein, parce que là, la courbe date, à mon avis, il y a 4-5 jours, donc c'est encore en train de descendre. À gauche, vous avez l'explosion du nom Meta sur le web. Donc cet écosystème métaverse, c'est tout un tas de sociétés qui travaillent évidemment à développer plein de couches d'infrastructures, d'IA, d'immersion, de hardware, de software, etc., qui vont construire ce métaverse. Ces métaverses d'ailleurs. Les derniers exemples en date, c'est que ces pièces détachées-là sont de plus en plus en train d'être regroupées. L'exemple le plus récent, peut-être que vous avez suivi cette actualité, c'est Microsoft qui a racheté Activision pour 68 milliards de dollars. En fait, ce n'est pas compliqué, ils ont racheté leur industrie, hein, c'est quasiment ça. Sony, en échange, rachète Bungie, Tech2 rachète Zynga. Donc, ce sont des coûts de dizaines de milliards de dollars que ces sociétés font l'acquisition les unes des autres. Nike a racheté, au centre de l'écran, vous avez Artefact, RTFKT, qui a été racheté par Nike. Donc, tout ça va se structurer, va se regrouper. Donc, cette prochaine guerre technologique et servicielle, ça va être tout simplement celle des plateformes métaverses, hein. Donc, je rappelle que Facebook a levé 10 milliards donc, pour construire son métaverse. Donc, ils sont en plein dedans. Ce métaverse, vous allez avoir un virtual home. Je vous invite à regarder sur YouTube. Elle est un petit peu longue, c'est pour ça que je ne voulais pas présenter ici, mais la vidéo de Mark Zuckerberg qui présente son métaverse Meta, hein, vous le trouvez très facilement. Regardez cette vidéo parce qu'en fait, il commence dans un virtual home, dans un virtual hub, et ensuite, il va dans des univers pour travailler, se divertir, explorer, se sensibiliser à la nature, etc., en immersion complète. Il explique que dans sa maison virtuelle, ses meubles sont virtuels, mais en fait, il a également des meubles physiques chez lui qu'il a transposés dans sa maison virtuelle et qu'il possède, en fait, puisqu'il y a une infrastructure certainement NFT dessous. Donc, tous ces mondes sont en train d'exploser. La slide ici est volontairement très violente visuellement, parce que ce n'est qu'un tout petit aperçu de l'explosion de la construction de ces mondes. Est-ce que ce sera éphémère ou pas? Je ne sais pas. Ici, je vous montre simplement à quoi ressemble un univers virtuel comme Decentraland. Voilà à quoi ça ressemble. Alors, vous allez me dire, ça ne fait pas rêver par rapport à ce que je vous ai montré tout à l'heure en termes de réalisme. Mais voilà, j'avais fait le choix d'essayer de vous immerger, que vous compreniez ce qu'il y a dedans. Donc, vous voyez que c'est quand même très pauvre graphiquement, mais ce n'est pas là qu'est la question. C'est que chacune des parcelles sur laquelle on circule ici à droite, par exemple, elle est détenue par quelqu'un qui est certainement en train de construire. Donc, il faut vraiment vous dire, nous sommes à Manhattan en 1800, il n'y a rien. C'est-à-dire en 1700, il n'y a rien, c'est plat. Et donc, les gens, les sociétés, les marques, etc., commencent à construire leur propre monde dans ces métaverses. Ces métaverses, on peut se dire, mais ils ne sont pas très pratiqués. Bah, si, en fait,
Sur Decentraland, il y a plus de 20 millions d'utilisateurs, c'est 40 millions de joueurs actifs sur Sandbox et 250 millions dans Fortnite. Fortnite, c'est, bon, certainement vous en avez entendu parler, peut-être que vos enfants y jouent par ailleurs. Fortnite est devenu, voilà, bon, c'est du web 2.0 hein, pour le coup, c'est du jeu vidéo assez traditionnel, mais qui organise de plus en plus d'événements virtuels. Hein. Il y a eu un concert qui rassemblait des millions de personnes. À l'inverse, donc, dans les mondes tels que Decentraland ou The Sandbox, vous avez des stars, ici Snoop Dogg, qui s'est acheté une parcelle, donc assez cher, mais son voisin l'a acheté encore plus cher parce que tout simplement, comme il savait qu'il était juste le voisin de Snoop Dogg dans le virtuel, eh bien, il allait pouvoir créer des événements. Il y avait beaucoup de gens qui allaient passer devant chez lui et que du coup, la valeur de son terrain allait énormément augmenter. Alors, Snoop Dogg a acheté sa parcelle de, je crois que c'est 1 ou 2 hectares hein, virtuels, encore je répète, 450 000 $. Et on a vu là dernièrement, voilà, il y a des parcelles autour qui se vendent à 280 000, 570 000 $. Donc, ça commence à être quelque chose d'assez sérieux. Ce sont des mondes où il faut comprendre qu'il y a un certain nombre de parcelles définies. Hein, sur The Sandbox, je crois que c'est 90 000 parcelles, dont je crois 73 500 ont déjà trouvé preneur. Donc, si vous avez des dizaines, voire des centaines de milliers de dollars dont vous ne savez pas quoi faire, eh ben, je ne sais pas si je vous conseillerais d'acheter encore. Donc, alors, sur cette slide, je voulais vous expliquer qu'est-ce qu'on entend comme classe d'actifs en fait, dans ces différents métaverses. Il faut comprendre que vous avez des monnaies internes. Donc ici, par exemple, c'est The Sandbox. Ils ont une monnaie qui est le Sand, qui est en fait basée sur un token de la blockchain Ethereum. Donc, c'est le RC20. Et ils en ont créé, un petit peu comme la Banque de France, 3 milliards de tokens. Ensuite, ils ont créé des lands, c'est-à-dire des parcelles de terrain que les gens peuvent acquérir. Donc ça, c'est un autre token, mais toujours sur la même blockchain Ethereum, qui est le RC721, qui est une évolution de l'RC20. Vous en entendrez peut-être parler parce que c'est, comment dirais-je, le RC721, c'est ce qu'on appelle le gold standard. Et ensuite, vous avez, c'est très intéressant, The Sandbox à regarder, à étudier, eh bien, vous avez des assets et des expériences, que vous appelez games, qui sont créés par les utilisateurs. C'est-à-dire qu'ils vont créer, je ne sais pas, un chapeau, un chien virtuel, etc. Donc, chaque utilisateur dispose d'outils pour pouvoir créer cela et va pouvoir les revendre à d'autres utilisateurs. Donc, on est bien avec de l'argent qui rentre et de l'argent qui sort. Alors, pour retourner un petit peu sur notre monde immobilier, mon Dieu, le temps avance tellement vite. Eh bien, il y a des propriétés voilà, qui partent, qui étaient en 2019, qui se vendaient 500 $, qui maintenant valent 7500. Vous avez token.com qui s'est acheté voilà, pour 2,4 milliards de dollars, 565 mètres carrés dans The Fashion Street, parce qu'il y a un petit peu sur Decentraland, et comme tout est en train de se construire, vous avez des Champs-Élysées qui sont en train de se construire, vous avez Nikeland qui a investi dedans. Donc, c'est en train d'exploser. Il faut savoir que les droits de propriété de Decentraland, ils appartiennent à une fondation qui est éponyme. Et The Sandbox, par contre, c'est issu de la société Bacasab Global Limited qui est basée à Hong Kong. Donc, il faut bien comprendre que tous ces univers ne sont pas régulés hein, aujourd'hui et que, évidemment, hein, c'est pour ça que je vous mettais en garde, la propriété virtuelle n'a pas de reconnaissance légale pour l'instant dans le droit français. D'accord ? C'est important. Les marques, du coup, eh bien, elles plongent dans ces métaverses parce que ce sont des secondes lignes quelque part de production pour elles. Ce sont des façons de tester aussi des nouvelles formes de consommation. Donc, peut-être qu'on va passer du vendre, produire, tester à effectivement, je vends, je teste dans le virtuel. Et puis, éventuellement, je produis ou pas ma chaussure, mon pantalon, mon machin, etc. Alors, pour vous expliquer ce qui se passe, c'est que, par exemple, Nike, ils ont vendu des baskets virtuelles. Vous pouvez donc les détenir en NFT. Ils vont vous fournir les baskets réelles, j'ai envie de dire encore heureux, mais ils vont également vous fournir ce qu'on appelle un HomePod.
qui est ce genre de petits endroits. Je ne sais pas si vous voyez mon écran. Voilà. Ça, c'est ce que Nike vous fournit pour que vous puissiez exposer les NFT que vous auriez acquis par ailleurs. Voilà les chaussures que vous avez certainement achetées dans le virtuel. Et donc, c'est un HomePod, un espace virtuel. Évidemment, on se douche dans le virtuel. Voilà. Donc, je vais revenir à ma présentation. C'était simplement pour illustrer. Martine Ilion, je le remercie, a évoqué ce point d'actualité important, c'est-à-dire qu'avant-hier, nous avons plus proche de chez nous Carrefour, qui a non pas créé son métaverse, mais qui a acheté une parcelle de 3 hectares pour à peu près, je crois, 340 000 euros. Voilà, c'est à peu près cette valeur-là. Donc pour eux, ça sert à quoi? Ils vont pouvoir tester, de créer des événements virtuels là-dedans, de voir comment les consommateurs réagissent. On est vraiment dans des tests. Enfin, donc je vais essayer d'accélérer. Les États, les villes, tout le monde en fait est en train de réfléchir. Vincent, on s'accorde le temps qu'il faut. La présentation est passionnante, donc C'est très gentil, mais je sais que les gens ont nécessaire. des temps contraints, donc je voudrais respecter bien sûr leur temps et je voudrais accorder du temps à l'échange. Si vous me laissez 8-10 minutes, c'est jouable. Aucun souci. C'est tout à fait jouable. Donc, il y a un phénomène qu'il faut comprendre, c'est que les États, les entreprises, etc., sont en train de réfléchir à non plus avoir une page web, mais avoir leur monde. Donc ça, c'est important. Alors, dans le milieu du travail, ça a des incidences qui peuvent être assez énormes. Vous savez bien qu'on avait, on avait le servage, on avait l'esclavage, on a eu le salariat pendant la révolution industrielle. Maintenant, on a des nouveaux modes de travail entre le temps libre et le temps contraint. D'accord. On a une démocratisation du télétravail aussi, qui font qu'on n'a plus le même rapport en fait, au travail qu'avant. Le Covid a accéléré certains phénomènes qui étaient sous-jacents. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ici, en bas à gauche, avec le personnage rouge, c'est tout simplement Mark Zuckerberg qui présente les salles de réunion que vous aurez dans Meta, et dans lesquelles vous pourrez vous immerger avec différentes interfaces. Et ils ont déjà mis en place Horizon Workroom, voilà, qui vous permet de faire une sorte de Teams. On aurait pu le faire dans Horizon Workroom, ça aurait été assez marrant, mais ça aurait nécessité que vous installiez des choses, etc. Donc, ça aurait, je pense, contraint beaucoup de personnes. L'aval virtuel, ici, c'est une photo qu'on a prise parce que nous, en tant que société, pendant le Covid, nous avions participé à l'aval virtuel. Nous avions un stand virtuel et donc nous avions des avatars qui pouvaient parler aux gens qui étaient proches d'eux et qui n'entendaient pas les personnes qui étaient loin d'eux. Je vous invite aussi à regarder sur YouTube, mais je n'aurai pas le temps, c'est Merger de Keiichi Matsuda, toujours le même, qui là parle en fait d'un phénomène qui pourrait être assez grave, c'est-à-dire c'est une personne qui ayant tellement travaillé dans le virtuel que finalement elle décide en fait de faire ce qu'on appelle du mind uploading, c'est-à-dire qu'elle abandonne réellement son corps physique. Donc, de façon beaucoup plus concrète, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'il va y avoir un nouvel espace que les entreprises, les États, etc., vont devoir gérer, puisqu'il va faire le pont, par exemple, dans le milieu du travail, entre ce que vous faites à la maison ou ce que vous faites dans vos bureaux. Donc, ça va être un lieu de convergence en fait, des modes de travail. Ça va être aussi la vitrine de la culture de l'entreprise, puisqu'elle va vouloir… Alors là, ça pose plusieurs questions. Soit elle va acheter, je dirais, un terrain dans Meta et donc être locataire d'un espace, et puis elle va faire appel à des designers virtuels pour concevoir son espace de société, je ne sais pas moi, Canon, Apple, ce que vous voulez, même des entreprises beaucoup plus petites, ou alors elles vont décider de créer leur propre métaverse, mais à ce moment-là, ça veut dire quand même des sauts technologiques assez importants en termes d'infrastructure de calcul, etc. Donc, on va avoir des gens qui vont avoir aussi des nouvelles exigences vis-à-vis de ces espaces qu'il va falloir concevoir, qu'il va falloir animer. Et donc, ils vont vouloir que ce soit réaliste, que ce soit confortable, même que ce soit inspirant, parce qu'on va certainement à terme changer d'univers virtuel, comme actuellement vous changez de playlist sur votre téléphone.
Il va falloir que ces mondes virtuels continuent de permettre aussi aux gens d'évoluer dans la société, hein, de la progression, par exemple, dans une entreprise. Ils vont vouloir que ça augmente leur expérience de travail et que ça gamifie en fait toute leur expérience. Donc, cette cartographie, elle dépeint ce qui pourrait arriver, c'est-à-dire qu'on aurait des méga corporations, hein. Je rappelle que voilà, le ticket d'entrée technologique pour se construire un métavers, c'est absolument considérable. Facebook, il y a exactement la semaine dernière, a mis en route son nouveau supercalculateur, qui est en fait le 5e plus gros calculateur au monde. On va parler du poids carbone juste à la fin de tout cela. Mais on aura bien donc deux mondes, enfin deux typologies de mondes, des mondes détenus par des méga corporations, Meta, Apple, Amazon, ce que vous voulez, Xbox, qui est sincèrement avec Microsoft en train de se créer quelque chose de monumental et qui auront peut-être voilà. Il y aura des mondes infinis que les gens vont pouvoir se créer peut-être même eux-mêmes, qui seront connectés ou pas. Et vous allez avoir des mondes avec des parcelles en nombre limité, donc avec une grande valeur, et des mondes illimités où tout le monde en fait pourra rentrer dedans. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des nouveaux métiers, mais il y a aussi beaucoup de métiers existants, hein. Là, j'ai cité par exemple Metaverse Property, ça m'amuse beaucoup parce qu'en fait, ce sont les premiers asset managers du virtuel. Donc, ce sont des gens qui vous conseillent sur où acheter dans Decentraland, dans The Sandbox, quel bâtiment acquérir, est-ce qu'il faut louer, à quel prix, dans quelle position, etc. Vous avez des agences d'architecture, évidemment, qui se lancent dans la construction de mondes virtuels et de bâtiments virtuels. Vous avez l'exemple en bas à droite du musée qui a été construit par Oli13, une agence donc spécialisée sur l'architecture du métaverse et qui expose toutes les œuvres de Beeple qui ont été vendues, je le rappelle, 69 millions de dollars. Alors là, je pense que l'image parle d'elle-même. J'ai voulu vraiment cette image parce qu'elle est d'une violence absolument inouïe. Ça, c'est Mark Zuckerberg qui est tout content de faire son entrée dans la conférence lors de laquelle il avait montré qu'il avait racheté Oculus Rift, donc les casques de réalité virtuelle. Donc, ça soulève quand même beaucoup de questions. Et je cite Stephen Hawking qui nous dit « Notre avenir est une course entre la puissance croissante de notre technologie et la sagesse avec laquelle nous l'utiliserons. » Et de la sagesse, va falloir en avoir parce qu'en fait, qui dit nouveau monde dit nouvelle loi. Donc là, je me suis essayé, comme un Moïse en haut de ma montagne, à essayer d'édicter des lois du métaverse. Et Dieu sait qu'on va parler de sécurité, de respect des données, même si l'infrastructure blockchain va permettre à chacun d'être détenteur de ses propres données. Il va y avoir des enjeux de gouvernance qui vont être absolument inimaginables, de dépendance potentielle. Il va falloir modérer aussi tous ces espaces. Il va falloir les rendre bien évidemment évolutifs, libres d'accès, pas trop élitistes non plus. Et puis, optimiser la performance énergétique. Et c'est là que je voudrais terminer mon propos avant d'échanger avec vous. C'est que, effectivement, tout ce digital, toutes vos applications smartphone, tous les mondes numériques, etc., eh bien, c'est dans le cloud, sauf que le cloud, ça ne ressemble pas à ça, ne ressemble pas à un nuage, ça ressemble à ce qu'on a derrière. Il y a un livre très intéressant, et je remercie Nicolas Boutet, je ne sais pas s'il est présent, qui m'en a fait part, qui est L'enfer numérique de Guillaume Pitron. Guillaume Pitron qui explique que 4% des émissions globales sont faites à cause justement de, comment dirais-je, de toutes ces interfaces, de tous ces calculateurs, etc. En fait, ce que ça veut dire, c'est que dématérialiser tout, c'est le matérialiser autrement et c'est le matérialiser sous la forme de puissance de calcul, etc. Pour vous donner une petite idée, quand vous envoyez un mail, c'est comme si vous laissiez une ampoule allumée pendant 1 heure. Et si vous avez le malheur de mettre une pièce attachée, c'était une ampoule, mais pendant quasiment 1 semaine. Ou quand il vous vient à l'idée de, par exemple, uploader une vidéo de 1 minute sur YouTube, eh bien, c'est la consommation de votre frigo à l'année. Donc, en fait, pour reprendre un petit peu quelques phrases choc en fait, de ce livre, il faut savoir que si le digital, incluant le métaverse, incluant tout ça, était un pays, eh ben, ce serait le 3e plus grand consommateur de carbone au monde. Donc ça, c'est assez inouï. Et je terminerai par cette image que je trouve assez choquante et questionnante. C'est que vous avez certainement tous vu
cette vidéo de Gangnam Style, ce Coréen qui danse, il y a déjà quelques années. Eh bien, ce monsieur, sur sa vidéo, fait 1,7 milliard de vues par an, ce qui consomme en fait 297 gigawattheures, c'est-à-dire c'est ce que consomment ici les Moulineaux par an. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous remercie en langage binaire. Merci beaucoup, Vincent. C'est vraiment passionnant et terrifiant. Euh, Pardon pour mon temps qui est un peu, non, mais dépassé, quoi. Voilà. il y avait un gros challenge au vu du sujet. Ouais, Alors, il est copieux. Il est copieux. complètement. Alors, effectivement, on a un certain nombre de questions qui sont venues. Donc, je vais un petit peu les balayer. Alors, juste une observation par rapport effectivement à Win City. Amaury chiffre à 1 million la Ouais. valorisation du bien. C'est-à-dire, c'est un bien de 1 million là, qui est en vente, c'est ça? Voilà, le bien D'accord, dont vous avez d'accord. parlé, il a été valorisé à 1 million. Il a été valorisé à 1 million. Donc là, eh ben, faut voir combien de jetons en fait, ont été créés pour voir un petit peu. Parce que en fait, ça rend accessible à n'importe qui, c'est ça l'idée, de pouvoir investir dans de l'immobilier. Alors, il parle, Amaury, toujours de 468 ETH. Ah oui, donc 468 ETH que multiplie 2000 euros, ouais, c'est d'accord. Alors, parmi les questions, une question de Martine. Et merci à lui d'ailleurs, hein, parce que ça veut dire qu'il est allé voir et je le remercie, chose que je n'ai pas eu le réflexe juste avant, donc merci à lui. Une question de Martine. Selon la compréhension de Martine, chaque personne, via son avatar, aura son propre monde dans une marque donnée. Si on multiplie le nombre de marques Alors, pour intéressant chaque consommateur, on arrive finalement à un nombre infini de mondes oui, finis. alors c'est pour ça que j'avais choisi cette image. En fait, il y a un énorme enjeu qui s'appelle l'interopérabilité. C'est-à-dire que quand vous allez acquérir, je ne sais pas, un jean virtuel, pour votre avatar, eh ben, il va falloir que vous puissiez le porter dans Decentraland, dans The Sandbox, dans Meta, etc. Donc, on va voir comment, évidemment, à l'avenir, ce sera fait, mais il y aura un énorme enjeu d'interopérabilité. D'ailleurs, tant que je parle de jeans, sachez que les jeans que vous portez peut-être ce soir, leur poids carbone dans le réel, il est considérable parce qu'un jean, c'est 170 000 km parcourus, parce qu'il a été teint en Inde, conçu, cousu ailleurs, enfin j'en passe, c'est des meilleurs. Donc il y a une question qui se pose, c'est-à-dire que je ne dis pas qu'on va passer notre vie dans le virtuel, mais ce jean que vous portez a déjà un poids carbone qui est considérable. Par contre, le jean de votre avatar, il a certainement un poids carbone qui est beaucoup moindre, même s'il est blockchainé, etc., parce qu'il est effectivement duplicable. Je ne défends pas les mondes virtuels, hein, je répète, ça me passionne, mais ça me questionne. Et donc, je n'ai pas la réponse de savoir combien coûte en carbone un objet virtuel par rapport à son pendant réel. Merci. Une question de Christina. En quoi le virtuel va supplanter le réel? Bah, en fait, c'est ce que j'expliquais au début, c'est qu'il il va pas supplanter, il risque de déformer le réel déjà dans la réalité augmentée, c'est-à-dire qu'il va y avoir, c'est pour ça que je passais cette vidéo de Keiichi Matsuda. En fait, il y a une telle pollution visuelle qui pourrait exister qu'il va falloir faire très très attention. Puis on pourrait nous donner à voir des choses qu'on n'aurait pas vues par ailleurs, et ça pourrait tout à fait déformer la compréhension qu'on a du monde ou notre rapport au monde. Donc voilà, c'est pour ça que je disais, vous allez vous balader dans la rue avec des lunettes, des machins, etc. Vous le faites déjà avec votre smartphone parce que quand vous marchez dans la rue, vous êtes déjà plongé dans votre smartphone, il n'y a qu'à voir dans un bus ou dans un métro. Après, vous allez avoir effectivement toutes ces surcouches qui vont se mettre. Et puis le soir, quand vous allez rentrer chez vous, en fait, vous vous direz, tiens, je vais aller à la plage, donc je vais mettre mon casque et puis je vais me faire un monde qui va me détendre un petit peu comme si j'écoutais de la musique et je vais m'immerger dans un monde avec ma famille, avec les machins. Donc, qu'est-ce que ces mondes, en fait, de quelle manière est-ce qu'ils vont déformer notre rapport aux autres? Comment est-ce que, enfin ça, on peut aller très très loin, mais avec la notion d'avatar, etc., ça questionne évidemment énormément.
Mais le monde réel existera toujours, mais il y a des surcouches digitales qui sont importantes, hein, j'en ai parlé, les digital twins, etc., pour rationaliser toute cette complexité. C'est mon métier au quotidien. Voilà. On ne peut plus gérer le réel sans le digital. Je le vois dans l'immobilier. Il faut savoir qu'une voiture, c'est à peu près 300 000 données. Un immeuble, c'est des millions de données potentielles. Lorsque l'on nous demande, lorsque nos clients, qui sont des propriétaires, des investisseurs, des bailleurs, etc., ils doivent produire des indicateurs de performance environnementale parce qu'on leur demande, etc., il faut multiplier le nombre d'indicateurs par le nombre de paramètres, par le nombre d'immeubles, par le nombre de portefeuilles. Tout cela avec une fréquence de plus en plus importante. On ne peut plus se contenter de faire du Excel. Il nous faut de plus en plus de données en fait, sur les bâtiments pour mieux les comprendre, pour mieux les modifier, pour qu'ils respectent l'environnement. Bon, bref, donc on a des surcouches digitales. Elle est de plus en plus indispensable pour arriver à traiter ce monde qui s'est considérablement complexifié. Tout à fait. Merci. Et justement, on va basculer sur des questions par rapport à l'immobilier. Alors déjà, une question de Maxime. Comment sont évalués les biens immobiliers dans le métaverse? Alors d'abord, à leur position, parce qu'il y a cette histoire de spatialisation. Je citais donc Snoop Dogg, par exemple. On aime ou on n'aime pas, ce n'est pas le problème. Donc Snoop Dogg, il achète sa parcelle. Il ne l'a pas acheté n'importe où. Il savait qu'à cet endroit-là, il y avait une rue virtuelle qui est en train de se construire petit à petit. Et que la proximité, donc c'est l'emplacement, l'emplacement, l'emplacement. C'est exactement dans la vie, comme dans la vie réelle, hein. Donc ça, c'est la première chose, hein, et son voisin, d'ailleurs, achète exprès juste à côté de lui. Donc il y a le choix de l'emplacement. Il y a d'abord le choix du métaverse dans lequel ils vont, c'est-à-dire que sur quelle blockchain il est, comment ça se comporte. Est-ce que l'infrastructure de ce métaverse, est-ce qu'elle va durer? Est-ce qu'elle est suffisamment robuste dans l'avenir? Donc, quelles sont les interactions aussi qui sont proposées en fait aux utilisateurs de ces métaverses. Donc, The Sandbox a peut-être un temps d'avance sur Decentraland, puisque The Sandbox propose, je le rappelle, à ses utilisateurs de créer leur propre contenu. Donc, moi, si je devais acheter une parcelle, je le ferais dans The Sandbox, parce que je sais que, par exemple, donc elle aurait un bon emplacement, évidemment. Je sais qu'elle est sur une blockchain d'Ethereum, qui est quelque chose d'extrêmement solide, qui va évoluer sur l'Ethereum 2.0, qui va certainement être un des socles des NFT 2.0, parce que ça, c'est un sujet que je n'ai pas abordé, mais les NFT 2.0, c'est-à-dire que ce sont des NFT, donc des tokens non fongibles qui pourront évoluer, dont on pourra avoir même de la possession sous forme de poupée russe. C'est-à-dire qu'il y en a un qui peut détenir un NFT, qui détient un autre NFT. Enfin, il peut y avoir plusieurs propriétaires en cascade sur un même NFT. Un NFT peut être, comment dirais-je, mis à jour. Donc, le NFT 2.0 va être assez considérable. Donc, si je devais choisir un terrain et avec le maximum de valeur, je me questionnerais sur l'infrastructure du métaverse, sur la position dans laquelle je suis, quelles sont les interactions qui sont données aux utilisateurs, et enfin, est-ce que les marques y vont ou pas? Est-ce qu'il y a des événements que je vais pouvoir créer dans ma maison virtuelle, etc., etc. Est-ce que ma boutique virtuelle aura toute une infrastructure de monétisation qui permettra à tous les utilisateurs d'interagir facilement avec moi? Merci. Une question de Christina concernant les mécanismes d'achat de foncier. Si on achète du foncier dans le métaverse, on peut y construire des immeubles pour les revendre dans le métaverse. C'est bien ça? Ah bah, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Bien sûr. En fait, il faut transposer le monde réel avec le monde virtuel, hein. C'est la même chose, sauf qu'il n'y a pas d'organe de contrôle, il n'y a pas de banque centrale, tout est décentralisé. Et c'est des échanges pair à pair entre des individus qui s'échangent en fait des jetons, mais qui peuvent comment dirais-je, en retirer contre de l'argent réel, hein. Il y a des plateformes, les Coinbase, les Binance, machin, etc. Vous achetez des Ethers, vous achetez du Solana, vous achetez du Tezos, etc., qui ont des architectures un petit peu différentes, parce que je n'ai pas abordé, mais il y a le Proof of Work, le Proof of Stake, ce sont des systèmes de minage différents. Le Proof of Work consomme à peu près sur la planète actuellement, d'ailleurs, si on pourrait parler carbone, c'est à peu près l'équivalent de 4 à 5 réacteurs nucléaires.
alors que le proof of stack, eh bien, c'est à peu près 100 fois moins. Donc, on voit qu'il y a des gros enjeux pour faire en sorte que je dirais tous ces jetons s'échangent de plus en plus vite en consommant le moins de puissance de calcul possible, parce que je rappelle qu'il faut miner, c'est-à-dire miner, ça veut dire chaque bloc, l'ordinateur calcule en fait des algorithmes extrêmement complexes pour, pour montrer l'infaillibilité du système et l'infaillibilité de chaque bloc de la chaîne. Tout à fait. Toujours le corollaire à cette question, une interrogation, n'y a-t-il pas de réglementation sur le sujet en cas de désaccord ou de litige qui règle les conflits? Écoutez, voilà, j'ai rappelé que dans le droit français, il n'y avait pas, sur la propriété virtuelle, il n'y a rien. Sincèrement, en fait, c'est des nouveaux mondes. J'ai dit qu'on était en 1700 face à New York, mais en fait, on est en 1594, quoi. On est sur le nouveau monde, il y a tout à légiférer, il y a tout à créer, c'est inouï. Donc, je n'ai pas d'informations sur comment les litiges potentiels se sont passés, mais c'est une très bonne question et je tâcherai de me renseigner. Mais si des participants ont des choses là-dessus, avec grand plaisir. Tout à fait. Une observation de Yuva qui est terrifié par le prix que prennent effectivement ce foncier et donc s'interroge sur la capacité à le démocratiser. Ah bah oui, c'est un vrai sujet. En fait, là, faut quand même comprendre que bon, il y a un effet il y a un effet de boom, ça c'est incontestable. Ça dépend aussi du nombre de parcelles qui sont ouvertes. Est-ce que Meta va asseoir, c'est une question, j'en sais rien pour l'instant. Est-ce qu'ils vont s'asseoir sur une infrastructure NFT avec de la détention donc d'actifs, quels qu'ils soient? Je pense quand même, je pense. Je sais pas, parce que c'est quand même toute une autre infrastructure pour eux, qui serait quand même assez complexe, parce qu'ils sont un Facebook, un Meta, ils vont vouloir garder la main, vraiment ce schéma Web 2.0. Donc, c'est à questionner. Je... Ouais. Et une question de Simont. Simont, alors j'ai pas le nom, mais il s'agit d'une PropTech que nous avons fait intervenir. Quels seraient les meilleurs sites à consulter pour mettre en place un cahier des charges à la création d'un métaverse? Il faut aller voir les boîtes de jeux vidéo. Qui ont eu des expériences plus ou moins heureuses, d'ailleurs avec les NFT dernièrement, qui ont voulu monétiser en fait par exemple des jeux vidéo, et les communautés n'ont pas du tout adhéré à ce principe-là. Parce que je pense que ça s'est fait un petit peu vite et on y reviendra de façon plus structurée. Donc, qui allait consulter, en fait, il y a une slide que j'ai masquée, mais qui est très, très parlante, qui est en fait toutes les couches qui sont composées par un métaverse. Voilà, je vais faire ça, je vais la montrer parce que ça vaut mieux qu'un long discours, je suis désolé. Je vais juste voilà, partager mon écran. Voilà. Tac. Donc, en fait, si je fais ça, vous allez voir qu'un métaverse, c'est quand même un saut quantique technologique assez important. C'est-à-dire qu'il y a des infrastructures déjà qui doivent être opérantes. Bon, ça, généralement, c'est toujours le cas. Vous avez des systèmes. Donc là, ça peut être du cloud. Le fog, c'est du cloud encore plus décentralisé. Vous avez des plateformes. Donc, comment est-ce que j'assois ça? Sur quoi je le pose? Est-ce que c'est un data lake? Des choses comme ça. Comment se positionnent aussi les échanges. Donc ça, c'est très important. C'est toute l'infrastructure dont on a parlé et qui différencie les métaverses par rapport à tous les mondes virtuels qu'on avait l'habitude de voir. Toute la partie IA, toute la partie captation, parce qu'il va bien falloir créer du contenu à l'intérieur. Il va bien falloir capturer du contenu réel ou modéliser du contenu virtuel. Il y a toutes les parties d'expérience avec
tout le design des interfaces, etc. Et vous avez toute la partie immersion qui sont les casques virtuels. Donc, vous comprenez bien que quand on veut créer un métaverse, en fait, il faut se poser la question sur toutes ces couches. Donc, pour moi, ceux qui sont les plus à même et qui ont vraiment de l'avance, qu'on le veuille ou pas, c'est l'industrie, c'est le secteur du divertissement du jeu vidéo. Parce que tout simplement, c'est ce que j'appelle un art total. Il crée des mondes, il crée des univers, il crée des expériences de surcroît gamifiées sur des interfaces, sur du cloud, etc. Donc, c'est ceux qui sont les plus à même. À l'heure actuelle, c'est l'industrie qui est la mieux positionnée, on va dire, pour ça. Il y a beaucoup de sociétés qui vont se plonger dedans. Ce dont j'ai très peu parlé, mais c'est que tous les outils, par exemple l'Unreal Engine, édité par Epic Games, accessoirement ceux qui ont créé Fortnite, qui est une machine à sous absolument fantastique. Bon, ils ont créé ce moteur Epic Games, qui est en fait le moteur sous-jacent à la vidéo que je vous ai montrée tout à l'heure, qui ressemblait à New York, où on avait l'impression que c'était la réalité. Ce moteur, en fait, il est gratuit d'accès. N'importe qui peut l'utiliser. Il est devenu tellement puissant qu'il suffit de prendre un asset, de prendre, je sais pas moi, un bâtiment virtuel, de prendre ce que vous voulez, vous faites un drag and drop, un glisser-déposer dedans, vous mettez une lumière et le truc est déjà photoréaliste et vous pouvez vous balader dedans avec un casque, tout est déjà préfait. Donc, vous avez des plateformes comme ça, comme l'Unreal Engine, comme Unity, qui ont totalement démocratisé la construction de mondes virtuels. Vous avez de plus en plus de gens qui commencent à construire des choses avec ça. Et en plus, le système de monétisation est assez tueur parce que c'est au bout du premier million de dollars qu'on va vous ponctionner 5%. Donc, autant vous dire qu'il y a un taux d'adoption de ce type de moteur de création de monde virtuel qui est absolument gigantesque. Mais ce que je veux vraiment vous faire comprendre, c'est que quand on crée un métaverse, il y a beaucoup de métiers qu'il va falloir mettre en synergie. Tout à fait, vous avez esquissé les choses sur ce sujet. Des questions nous viennent toujours sur des notions de contractualisation. Domine voilà, réinsiste sur la responsabilité par rapport aux échanges. Il y a réglementation, quelles sont les limites des responsabilités des intermédiaires, des sociétés qui commercialisent. Autre question, à ma succession, comment le notaire sait que je détiens quelque chose sur le métaverse? Une question d'Étienne par rapport effectivement au droit. Une vente serait-elle envisageable en France nonobstant la législation en vigueur? Il rappelle qu'en droit positif français, il n'est autorisé de vendre que des biens meubles et immeubles dont on est juridiquement propriétaire. Oui. Voilà. Sur ces aspects un petit peu contractuels, et on comprend que c'est un peu le Far West, mais est-ce que finalement, on est simplement dans le droit commercial? N'étant pas expert sur la chose, je ne saurais pas trop m'avancer là-dessus, mais j'étais intervenu au congrès des notaires, d'ailleurs aux côtés de Bilal El Alami et d'Arthur Cazalet, qui est peut-être ici présent d'ailleurs, mais qui est notaire chez Scribe et qui ont participé justement à la vente de cet hôtel Anna que j'ai cité à Boulogne-Billancourt, là. Il est vrai qu'il se pose des questions du côté des notaires. Par exemple, j'ai fait fortune avec des bitcoins, comment j'achète un appartement réel, quoi. Parce que ça, c'est des choses du quotidien, en fait. Donc, il y a énormément de questions qui se posent. Ou même, par exemple, je ne sais pas, un YouTuber qui a une certaine communauté, un influenceur, etc. Combien, en fait, ça vaut à la revente, en fait, cette activité? Parce que, je ne sais pas, cette personne a 500 000 followers. Donc, qu'est-ce que ça vaut, qui détient quoi, etc. Oui, c'est le Far West. Pour l'instant, tout est contractualisé par les plateformes en tant que telles, Upwork, Decentraland, etc. Donc, il vous explique que voilà, vous allez faire l'acquisition d'un terrain, mais que c'est à vos risques, etc. Donc, c'est vraiment... pour l'instant, c'est extrêmement sommaire, quoi. Tout à fait.
Bruno, quelque part vous l'avez dit, hein, mais Bruno Biran pardon, s'interroge, est-il possible de Je créer un comprends. projet de promotion immobilière sur un terrain virtuel pour faire simplement vendre des volumes? Bah oui, oui, mais il peut devenir promoteur effectivement dans le monde virtuel, hein. C'est pour lui une seconde ligne d'actifs. Il aura certainement, enfin, comme j'ai cité, Meta Property, qui est une agence voilà, d'asset manager, de conseillers. Vous allez voilà, les promoteurs virtuels, parce que quand Nike achète quelques hectares en fait, sur The Sandbox, derrière, évidemment, il y a tout un, bah, comme dans un process réel, tout un système avec des promoteurs virtuels, des architectes virtuels, des gestionnaires virtuels, des programmistes aussi virtuels, des gens qui vont aussi gérer tous les events qui vont se passer à l'intérieur. Donc, ce sont des métiers. Voilà, j'ai discuté dernièrement avec des gens qui sont voilà, dans la programmation et qui se posent beaucoup de questions voilà, sur tous ces univers, comment y rentrer, toute la partie gamification de ces univers virtuels qui sont des nouvelles lignes métiers, en fait. À la fois des nouvelles lignes métiers pour eux et des nouvelles, comment dirais-je, bah, tout simplement heu, un Eldorado peut-être virtuel pour étendre leur activité, quoi. Tout à fait. Alors, effectivement, dans les questions concrètes sur les différents métiers, donc effectivement, certains MG s'interrogent si donc, mais vous y avez répondu, hein, s'il y avait des Alors, activités ouais, je vois agent les métiers commercial, du. etc. Et Franck précise, est-ce que les métiers du FM sont les bienvenus? Alors, le Métaverse, hein, souci, c'est que facility management, j'imagine. ouais, alors le souci, c'est que dans le virtuel, bah, on ne prend pas trop sa douche, il y a pas trop de canalisation, je rigole, hein, mais il y a pas trop de besoin de climatiseur, il y a pas trop besoin de chauffer, normalement, le bâtiment vieillit pas trop. Heu, il est pas soumis à des aléas climatiques, donc toute la gestion technique, dans le métaverse, à moins que, comme le fait NVIDIA avec, Omniverse. Omniverse, c'est la plateforme d'NVIDIA, qui veut recréer et qui recrée d'ailleurs les phénomènes physiques, du monde réel. Donc ils veulent vraiment recréer des mondes virtuels extrêmement réalistes. Alors ça sert beaucoup pour les simulateurs, hein. Donc c'est assez incroyable, de la pesanteur jusqu'à la force de la goutte d'eau, qui tombe quand il pleut, jusqu'aux rayons du soleil où chaque photon est en fait un élément virtuel. Peut-être que chez, NVIDIA Omniverse, ils créeront des bâtiments qui vieilliront, mais pour la simulation, mais voilà. Alors, ah oui, puis basiquement, comment rentrer dans le métavers? Eh ben, pour entrer dans le métavers, en fait, il faut se créer un compte, alors vous pouvez utiliser, par exemple, MetaMask. Vous allez sur le site, tout simplement, alors MetaMask, hein, c'est vraiment je crée mon identité en ligne, mais qui est, quelque part, elle est pas chez Google, hein. Elle est posée sur ces prémices de Web 3.0, blockchain. Et une fois que j'ai créé mon MetaMask, il y a un truc qu'il ne faut pas que j'oublie, c'est la phrase à 12 mots qu'il faut mieux pas perdre, hein, parce qu'il y en a qui avaient investi dans le Bitcoin au début, quelques euros qui sont en fait actuellement milliardaires, mais qui ont oublié la phrase, qui ont oublié la phrase clé. Donc, il ne faut pas faire ça, il ne faut pas oublier sa phrase clé. Et ensuite, vous allez sur le site, par exemple, de Decentraland, de Sandbox, que vous voulez, et vous verrez que vous allez vous loguer avec votre MetaMask, avec votre identité virtuelle, et qu'on va vous faire rentrer dans un monde, voilà, somme toute, on va dire coloré, pas très engageant, mais je pense que ça vaut le coup quand même effectivement de faire l'expérience. Et Muriel, de préciser comment se former à cet univers. Ah bah, là encore, c'est le Far West. Je connais pas de formation sur le métaverse, mais vous voyez, encore une nouvelle ligne de métier. Que faites-vous dans la vie? Je suis formateur sur le métaverse. Heu, c'est pas mal, c'est pas mal. La monnaie du métavers, c'est la crypto, donc pour acheter dans le métavers, il faut détenir des cryptos. Oui, oui, oui. Ouais, ouais. Mais alors après, vous avez là, je vous ai cité Sandbox avec le Sand.
Voilà, bon, il y en a enfin, c'est directement de l'Ether, c'est directement d'autres types de crypto, pardon. Mais oui, oui, il faut en détenir. Et d'ailleurs, quand vous allez créer votre compte MetaMask, on va vous demander, ou pas, hein, ce n'est pas obligatoire, mais d'injecter des Ethers. Tout à fait. Je rebalayais un petit peu les questions. Il y avait des questions sur en fait l'univers professionnel, hein. Vous avez esquissé le fait que des réunions virtuelles pourraient se faire dans ce type d'univers. Est-ce que finalement, parce qu'on sait que ce sont c'est Microsoft ou Google parfois qui sont finalement les détenteurs de nos outils bureautiques, est-ce qu'ils sont en train de se mettre dans ces univers eux aussi, ou ce n'est que Bien sûr. Facebook? En fait, le monde de l'entreprise, il est challengeant à plusieurs égards. Donc, j'ai parlé du fait qu'effectivement, il y a des métaverses qui se créent, qui vont faire le pont entre ces modes de travail et qui vont, effectivement, vous aurez peut-être, c'est plus Word que vous avez utilisé, mais le Wordverse. J'exagère, mais en gros, c'est-à-dire que si Microsoft, avec sa suite Office, se dit: «Bah, tiens, en fait, c'est plus vraiment une interface avec un écran, et cetera, machin, mais je suis dans un monde, je peux m'immerger dans des choses et puis j'écris en même temps, mais de façon, beaucoup plus gamifiée, mes rapports», hein, je dis n'importe quoi, hein, je ne sais même pas si ça va exister. Oui, ils vont vouloir de toute façon étudier ça. Le challenge, il est plus large. C'est qu'en fait, pour les bâtiments réels, bah, il va quand même falloir que ces bâtiments réels continuent d'attirer des gens. Parce que, bon, en ce moment, il y a pas mal de télétravail et par exemple, à La Défense, il y a quand même pas mal de lots vacants. Donc, à l'avenir, je dirais on a des modes hybrides de travail. Il va falloir continuer de donner envie d'aller sur site. Donc, est-ce que le bâtiment en tant que tel hébergera son propre métaverse, son extension métaverse? Bon, qu'il soit géré avec un digital twin, ça, la question ne se pose pas trop. Mais je pense plutôt que moi, ma vision, c'est que, on aura des entreprises qui vont, cohabiter en fait dans des tours, dans des espaces et cetera, et chacune de ces entreprises aura très certainement son propre métaverse. Donc les bâtiments réels vont devoir être en capacité électrique, Wi-Fi, ce que vous voulez, d'héberger ce type d'expérience virtuelle et voire même d'augmenter les expériences virtuelles et les capacités d'immersion par rapport à ce que les gens auront chez eux. Les gens, ils auront un casque du grand public peut-être, j'en sais rien, et dans les bureaux, réels, eh ben, il faudra augmenter, justement, cette capacité de connexion. Donc est-ce que l'immeuble réel va devenir un peu un hub de connexion? Voilà, est-ce qu'il y aura des expériences exclusives, par exemple, dans ce bâtiment, réel? Je ne sais pas, pour la sensibilisation sur l'environnement, machin, il y aura des events virtuels qui ne se passeront que si vous allez sur le site, réel. Inversement, évidemment, le télétravail, eh ben, il va falloir voilà, est-ce que ces métaverses sont des outils pour encore plus contrôler le travail, la façon dont les gens font, enfin, ce que font les gens, et cetera? Heu, Parce que, bah, voilà, est-ce que ça va aider à combattre l'isolement? Est-ce que ça va favoriser, je dirais, la productivité, la collaboration des gens? Il y a beaucoup de questions qui se posent puisque, voilà, les entreprises et le bâtiment, en général, il y a des enjeux d'attractivité, de gamification de ces espaces-là, bien sûr, et d'extension ou non, du bâtiment, des entreprises ou des bâtiments, voilà, qui se poseront encore une fois, soit sur, des métaverses qu'elles auront créés, très compliqué, ou elles seront locataires, pour le coup, peut-être de leurs espaces virtuels, comme elles le sont, parfois, souvent, de leur espace réel. Tout à fait. Une question d'Arnaud. Finalement, quand est-ce que vous pensez que ce marché sera totalement mature? J'imagine par-delà, quand est-ce que finalement on sera à 100% connecté dans ces univers? Alors là, déjà qu'en 2080, soi-disant, on est censé avoir une IA autonome qui, nous surplante. Hem, Quand est-ce que ce sera mûr? Ça évolue tellement vite, si on dézoome à 5-10 ans, déjà, je pense que ça va être hallucinant. C'est-à-dire que autant le monde de 2010 ne ressemble pas du tout à celui de 2020, et là, c'est exponentiel, hein. C'est-à-dire que, dans 2030, on parlera de choses qu'on n'aurait même pas imaginées.
Ce que je vois, moi, c'est que c'est un marché qui avance très, 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 très vite. Enfin, je veux dire, d'une semaine sur l'autre, Microsoft qui achète Activision, Sony qui rachète machin, Intel qui rachète truc, etc. Tout est en train de se consolider. Donc, c'est voilà, c'est des milliards et des milliards et des milliards. Les technologies avancent à vitesse absolument ahurissante. Je pense que le coup déclencheur, par exemple, ça va être avec Apple, quand Apple va sortir ses lunettes de réalité augmentée, parce qu'ils vont le faire. Je veux dire, on ne va pas rester comme ça avec un smartphone, c'est une évidence. Et il y a un tellement trop gros business qu'ils vont y aller. Donc, je pense que là, ce sera un petit peu comme le coup de l'iPhone, ou peut-être que ce sera un autre acteur. Il ne faut jamais… voilà, en tout cas, ils sont tous en train de se regarder. Apple est assis sur 150, 200 milliards de trésors, je crois. Donc, en fait, bon, ils peuvent racheter ce qu'ils veulent. Amazon, pareil, etc. Les infrastructures avancent vite, de blockchain et autres. C'est compliqué de faire le futurologue, là. Alors, tout à fait. Tellement l'actualité est vive. Vous nous avez en plus montré que toutes les conditions étaient réunies pour que ça avance très vite. Ouais. Simplement, des observations un peu, entre guillemets, hein, un peu épidermiques sur ces nouvelles technologies, être condamné à vivre avec des lunettes 3D. Enfin voilà, quelques personnes ne se projettent pas vraiment par rapport à ce type Bah, d'évolution. moi non plus. Moi non plus. Je tiens à dire que je n'ai à aucun moment défendu cette vision de l'humain et de cette hyperconnectivité. Euh, mais je pense qu'on n'y échappera pas et que pour être totalement déconnecté et pour que nos données, etc., bah, il faudra être complètement hors système pour pouvoir le faire. Mais je comprends que ça fasse très peur. Là où il faut se projeter, c'est que par exemple, vous vous asseyez devant votre télé et vous l'allumez. Dans un avenir très proche, beaucoup plus proche qu'on l'imagine, vous aurez des lunettes, vous n'aurez même plus besoin de téléviseur et en fait, vous direz à vos lunettes que vous avez envie de regarder un film sur une diagonale de temps. Et puis que votre salon, en fait, en termes de décoration, ce serait quand même sympa qu'il soit un petit peu avec des plantes, des machins, etc. Donc, vous allez rentrer dedans et c'est bien, c'est pas bien, etc. Je ne sais pas. C'est vrai que les casques de réalité virtuelle, d'où l'image que j'avais mise, font très peur parce qu'en fait, on vous vend que ça vous ouvre sur d'autres mondes, mais en fait, ça vous enferme dans votre propre espace à vous. Voilà, il y aura certainement des gens qui seront tentés de vivre des expériences en famille le soir, plutôt que de s'asseoir devant la télé. Eh ben, ils iront se balader au Groenland. Euh, Ils feront découvrir à leur enfant comme j'ai hâte de le faire un jour parce que j'ai trouvé l'expérience incroyable. Ça s'appelle Titan of Space. C'est une vieille expérience VR, mais elle est quand même toujours incroyable en termes d'apprentissage. C'est que Titan of Space, vous êtes assis sur une capsule comme ça dans l'espace, vous avez vos lunettes de réalité virtuelle, puis le soleil est à l'échelle réelle juste à droite de vous. Donc, c'est déjà une première compréhension en fait de la taille et de la masse que ça représente. Et ensuite, il y a des planètes qui sont juste à côté et vous prenez conscience en fait que les planètes sont toutes petites. Et puis, vous les visitez et puis ça vous donne des informations sur les planètes. Un enfant qui voit ça, en termes d'éducation, je peux vous dire que plutôt que d'ouvrir le manuel de CM2 pour apprendre le système solaire, je peux vous dire qu'il va s'en souvenir toute sa vie et qu'il sera tout à fait capable de vous dire que Mars est à telle position par rapport à telle autre planète, etc. Donc, tout ce qu'on appelle la EdTech, toutes les technologies pour l'éducation vont aussi passer par là, qu'on le veuille ou non, parce qu'en en fait, on ne va plus apprendre dans des livres, on va vivre des expériences. Je cite par exemple la société qui s'appelle PowerZ, qui a été montée par quelqu'un que je trouve assez incroyable, qui avait monté Shadow. Shadow, c'est du cloud computing et du cloud gaming français, qui avait levé plus de 100 millions de dollars. Là, il est sorti un petit peu du dispositif parce que sa boîte a été rachetée par OVH. Mais là, il a monté PowerZ, qui sont les premiers jeux vidéo pour apprendre. Et vous avez des gens qui réfléchissent à comment apprendre les maths aux enfants de la façon la plus ludique possible. Et il s'avère que, en termes de succès dans l'apprentissage, c'est sans commune mesure. Donc, on va y venir par plusieurs biais. Tout à fait. Et l'éducation en fera partie.
Merci Vincent. Et une dernière question, et un peu provocante, mais quel est votre objectif avec cette présentation? Nous convaincre, vendre, informer? Totalement informé, j'ai rien à vous vendre du tout. Je suis un passionné qui s'interroge, qui trouve certaines choses enthousiasmantes, certaines choses très inquiétantes. Je pense que ma présentation faisait écho à ça. Je suis là par plaisir de partager en fait ces actualités et ce monde virtuel que j'ai manipulé, dans lequel j'ai créé des sociétés, etc. Mais je suis là en tant que Vincent Baruet qui s'intéresse à ces choses-là, à l'évolution de ce monde et surtout au fait que je pense que dans l'humanité, enfin, dans l'histoire de l'humanité, on est à un point en fait de bascule où, je le répète, on est en faculté désormais de créer nos propres mondes. Je pense que c'est quand même pas rien qu'une espèce soit désormais capable de créer ses propres mondes. Ça n'arrive pas tous les 4 matins de vivre ça, quoi. Oui, Vincent, je voulais déjà vous remercier et aussi indiquer que vous avez fait un ouvrage qui est en libre d'accès, Virtual, comment s'appelle-t-il, lui, qui est très Virtual.net, ouais. En fait, Virtual.net, c'est voilà, c'est lequel on peut aller VEAR. consulter, dans lequel vous posez des questions, justement, vous interrogez. Ah oui, oui. Voilà, c'est un peu, oui. Pour moi, ça a été, enfin, c'est des écrits sur plusieurs années, etc., qui se sont traduits en fait par des articles. Et puis finalement, je me suis dit, je vais pas en faire un livre parce que ce serait quand même assez antinomique de sortir un livre. Et puis, ce serait très grandiloquent aussi de vouloir faire ça. Et il faut garder beaucoup, beaucoup d'humilité par rapport à ça. Comme la preuve, c'est que je n'ai pas pu répondre à toutes vos questions et j'en suis désolé. Mais il y a tellement d'aspects à maîtriser que je pense que. Enfin voilà, donc je me suis nourri de beaucoup de choses. Il y a des gens qui m'ont beaucoup appris, qui m'ont donné pas mal d'informations que je remercie. Et virtual.net, c'était pour moi la possibilité, voilà, d'asseoir en fait toutes ces réflexions et voilà, cette passion et ces inquiétudes, et donc de questionner ça là-dedans. Voilà, voilà. Pour ceux que ça intéresse, je ne sais pas si je peux le mettre là. Voilà, c'est 3W. Paf. Et encore une fois, ce n'est pas un site marchand hein, du tout. C'est un livre open access. Merci infiniment. Merci. C'est juste de la matière à virtual. Si je fais une faute, ça ne va pas le faire. Voilà, il n'y a absolument rien de commercial là-dedans. C'est totalement open source. Voilà. Merci infiniment, Vincent, pour votre présentation tout à fait passionnante qui pose effectivement beaucoup de questions. Mais voilà, donc, Ouais. merci infiniment. Fabrice, voilà, on était ravis que vous veniez et que, voilà, on vous remercie infiniment. Je pense que nous avons fait le tour des questions Fabrice. Oui, tout à fait, on a fait le tour des questions. Merci beaucoup, Vincent. On se dit Merci. à une prochaine fois et voilà, on ne manquera pas d'aller voir votre ouvrage open source. Oui, c'est. Non, mais j'ai commencé à Voilà. on pose beaucoup de questions. Il faut, voilà, c'est une actualité qui, je pense, qui est intéressante à suivre. Voilà, donc j'espère avoir sensibilisé, questionné. Voilà, et en tout cas, je remercie beaucoup. Je vous remercie Martine, Fabrice pour l'invitation, le CNAM, c'est vraiment super. ICH, c'est très très sympa à vous. Voilà. Merci à vous. Bonne soirée à tous. Au revoir. Merci. Très bonne soirée. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Merci encore. Merci.